Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'objectif reste le même, c'est toujours d'apporter des réponses aux clients HubSpot, aux personnes qui aimeraient utiliser HubSpot sur les bonnes pratiques, les bons usages à mettre en place pour améliorer la façon dont on fait du business. Gilles, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode. Je te Écoute, remercie merci beaucoup de me recevoir. Ouais, je te remercie vraiment pour ta présence et ta disponibilité. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu nous dises, Gilles, qui es-tu? Alors, donc je m'appelle Gilles, comme tu viens de le dire, Gilles Berthaud, je suis le cofondateur et CEO de Livestorm. Donc Livestorm, c'est une plateforme d'engagement vidéo sur laquelle une société va pouvoir créer des webinars, mais aussi des meetings business, donc des démos clients par exemple. Et on va travailler avec des équipes marketing, avec des équipes sales, avec des équipes RH aussi en interne. Et l'idée, c'est que tout ce petit monde puisse collaborer sur une seule et même plateforme pour organiser toutes sortes d'événements de 1 à plusieurs milliers de participants. Donc, comme je l'ai dit, que ce soit un meeting, un webinar ou autre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche quasi collaborative un peu de la vidéoconférence. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a un peu plus de 5000 clients. Ça fait 6 ans et demi qu'on existe. Et pour la petite histoire, Livestorm était un projet de fin d'études, voilà, qu'on a monté Ok. avec mes 3 associés. Donc voilà, aujourd'hui, c'est littéralement mon premier job. Ok. C'est super de commencer son premier job et de commencer par Livestorm, du coup. Une super création de boîte. Et puis, Et j'avoue que c'est ouais. Ouais. Vous étiez j'avoue que combien c'est sur cool. sur le projet? Parce qu'en études, je sais, c'est des groupes. Vous étiez combien sur le groupe? Est-ce que tout le monde s'est embarqué ensuite avec vous sur Livestorm? Ouais, franchement, on était 4 et en fait, on est resté 4. Voilà, c'est des potes d'université. On a fait pas mal de projets ensemble, pas mal de clients avant. En fait, ça fait quand on a commencé Livestorm, ça fait déjà 2, 3 ans qu'on se connaissait, donc maintenant ça fait presque 10 piges. Et, euh, et ouais, tu vois, enfin, on avait fait plein de projets, certains qui avaient même beaucoup bien marché à l'époque, plutôt tourné dans de l'open source, dans de la data, des choses comme ça, une grosse appétence déjà à l'époque pour l'analytics. Et puis un jour, on a senti un peu le vent tourner sur la vidéoconférence, l'émergence de nouvelles technologies. On a pressenti aussi, j'imagine, quelque part un besoin pour la communication à distance et la vidéo, ce qui nous amène aujourd'hui. Et on a pris le train en marche, quoi. Bah écoute, c'est vraiment cool. En tout cas, ça résonne chez moi un petit peu cette histoire et cette anecdote parce qu'on a tous connu, enfin moi, c'était il y a pas si longtemps que ça que je suis sorti d'études et j'avoue qu'on avait des groupes de travail, on a tous déjà réfléchi, est-ce qu'on se fait, est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on met en place ce- cette entreprise-là? Bah écoute, c'est super. Euh, Gilles, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Pourquoi? Pour apporter des réponses parce que la vidéo, j'essaye de m'y mettre avec mon agence, donc l'agence Nil. On essaie de produire pas mal de vidéos. J'ai l'impression que dans les entreprises, la vidéo, c'est un petit peu un sujet tabou ou alors qui est un peu euh, voilà, complexe à mettre en place parce que dans l'imaginaire de beaucoup, la vidéo, c'est simplement réaliser une vidéo promotionnelle, c'est beaucoup YouTube, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc finalement, j'ai l'impression que tout le monde en parle de la vidéo depuis des années. Il y a très peu d'entreprises et de personnes qui en font. Mm. C'est quoi aujourd'hui tes conseils pour une entreprise qui veut se lancer dans la vidéo? Comment est-ce qu'elles doivent débuter? Et voilà, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour se lancer justement? De toute façon, déjà de base, quand on dit vidéo, tu vois, c'est une galaxie de cas d'usage possibles, imaginables. En gros, je dirais que je ferais un premier split, un premier partage entre deux catégories, qui est ce qu'on peut faire en live et ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle en asynchrone, donc en fait ce qui n'est pas en live par définition et qui se consulte un petit peu comme tu pourrais le faire sur un YouTube ou autre. En asynchrone, tu vas avoir deux grandes familles de vidéos. Tu vas avoir les vidéos tout simplement que tu publies quelque part et qui sont regardées. C'est plutôt en général du contenu promotionnel et type marketing ou réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc, c'est pas des témoignages clients si on est vraiment dans du B2B, comme ça peut être tout simplement de la pub, hein, comme tu peux voir à la télé ou sur YouTube ou ailleurs. Et ensuite, dans la deuxième famille de vidéos asynchrones, tu vas avoir plutôt ce qui est littéralement du message. Donc, on connaît tous les messages audio sur Instagram. L'idée, c'est plutôt de faire la même chose avec de la vidéo. S'enregistre soi, on enregistre son écran, enfin peu importe, mais en tout cas, on présente quelque chose très rapidement, en pré-enregistré pour le coup, et ensuite, on va envoyer ça
très simplement à ses collègues, quoi. Donc il y a plusieurs apps qui font ça. En France, on a Clap, par exemple, qui est assez connu. On va avoir Loom aux États-Unis qui fait ça aussi. Et en général, ça se fait très simplement depuis une extension navigateur et puis on lance son enregistrement et voilà. Et peu à peu, on arrive aussi à faire ça d'ailleurs sur Livestorm au passage. Donc ça, c'est pour une grande catégorie qui est l'asynchrone. Ensuite, on a la deuxième catégorie qui est le live. Et donc sur le live, tu vas avoir en fait une matrice qui est la complexité et la taille de l'audience. Donc si on prend le début du spectre, les choses qui sont très peu complexes mais qui sont très fréquentes, tu vas avoir typiquement le meeting que tu fais avec ton collègue. C'est bête, hein, mais c'est de la vidéo et ça reste de la vidéocommunication. Ce meeting que tu fais en général, il n'a pas trop d'enjeux à part juste ouvrir un canal vidéo et juste échanger un message. Donc c'est de la conversation vidéo littéralement. Donc ça, a priori, tout le monde en fait déjà plus ou moins en fonction de à quel point on fait du télétravail. Ensuite, donc quelque chose qui est pour le coup à l'autre posé du spectre et qui va être quelque chose de très complexe, très événementiel pour le coup et assez ponctuel dans l'année. Là, on a vraiment les événements virtuels. Donc les événements virtuels, c'est typiquement, je dis une bêtise, le salon de l'agriculture en live ou, ou le salon du livre en live. Et ça peut être à la fois d'ailleurs quelque chose qui est présentiel, comme ça peut être quelque chose qui a une composante live. Et dans ces cas-là, on parle plutôt d'un événement virtuel hybride, parce qu'il y a les deux en même temps. Mais quoi qu'il arrive, on est dans cette famille d'événements virtuels. Et donc ça, pour le coup, il y a des plateformes qui sont littéralement dédiées à ça, qui ont énormément buzzé pendant 2020 parce que tous les événements ont été annulés. Et ça, c'est littéralement un marché à part entière. Il y a des plateformes très connues qui font ça aujourd'hui, même les grands font ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins d'actualité avec le retour au bureau, pour être très honnête. En général, ces plateformes-là, les plus gros restent, les petits ont tendance un petit peu à fermer boutique, mais peu importe. Et ensuite, au milieu de tout ça, entre le meeting et l'événement virtuel, tu vas avoir des événements qui sont relativement récurrents, qui sont, mettons, toutes les semaines, tous les mois, et qui sont un peu complexes parce qu'on est dans un cadre business et qu'on veut présenter quelque chose à des partenaires, des avancées produits, on veut présenter des choses à des prospects peut-être. Et donc là, on est plutôt dans un prisme webinar où il y a une logistique un peu complexe mais assez simple, qui doit être rapide à mettre en place. Et pour le coup, on a besoin d'avoir de l'analyse, on a besoin d'avoir des inscrits, ça peut être d'ailleurs même des webinaires internes. On peut avoir une audience interne. Et donc, du coup, l'idée, c'est de présenter, par exemple, un board ou à une société entière, de communiquer un message de, voilà, on est sur la fin de l'année, de bonne fête, par exemple, ou de meilleurs vœux au reste de ses collaborateurs. Donc, ça, ce sont plutôt des webinars, des formats webinars, et on est sur une audience un peu plus petite un peu plus petite, mais surtout, ce qui est intéressant avec le webinar, c'est que c'est très récurrent. En général, c'est plutôt un use case qu'on voit, un cas d'usage qu'on va voir toutes les semaines, tous les mois, peut-être tous les trimestres, là où l'événement virtuel est très ponctuel, ça peut être une fois, deux fois dans l'année. Donc voilà un petit peu le panorama de ce qu'on fait. Donc maintenant, dans ce foutoir, qu'est-ce qu'on choisit Ça va dépendre un peu, évidemment, ça dépend toujours de la stratégie, mais il y a deux façons de le voir. Si on est sur un cas d'usage externe, mettons, on veut communiquer on aimerait se dire, en fait, on aimerait communiquer en externe. Bon, concrètement, il y a nous, je donne mon exemple, quand on a démarré nous-mêmes à faire des webinaires pour Livestorm, en fait, on n'est pas allé chercher très loin, en fait. On s'est juste posé la question, quelles sont les questions que se posent nos clients? Point barre. Et donc, ces cas-là, tu regardes quoi? Tu vas regarder, par exemple, on avait une documentation disponible en ligne que les gens pouvaient consulter. On regardait qu'est-ce qui tapait dans la barre de recherche. On doit chercher qu'est-ce qui tapait pour trouver Livestorm. Peut-être que c'était webinar software, peut-être que c'était landing page pour webinar ou des choses comme ça. On regardait aussi les conversations qui passaient sur notre service client. Quelles étaient les questions les plus posées? Et tout ça te donnait en fait un univers sémantique de sujets qu'on pouvait aborder pendant un webinaire et qui était tout le temps extrêmement actionnable. Et en plus, comme on était une petite équipe à l'époque, on n'allait pas s'amuser à faire un call avec tous ces clients un par un pour le coup et à se mettre en visio avec eux et leur expliquer à chaque fois la même chose. Donc on s'est dit, non seulement on va les grouper au même endroit, ça sera bien plus efficace et bien plus héroïste de les grouper au même endroit, et on va leur parler toujours du même sujet et des mêmes questions fréquentes qui sont posées. Comme ça, on gagne un temps fou, ils ont le message, ils ont un sujet, nous on peut industrialiser une démonstration, une explication, et on se donne rendez-vous toutes les semaines, et on a commencé comme ça. C'est la façon la plus simple de démarrer le webinaire. Répondre à des questions qui sont fréquemment posées à un groupe de personnes,
et en profiter pour montrer ce qu'on fait. Et voilà, c'est le truc le plus simple à mettre en place, ça ne demande quasiment pas de ressources et en l'occurrence, le sujet est tout à fait trouvé parce que c'est littéralement votre métier. Et en interne, ça commence, nous on a commencé à le faire quand la boîte est devenue assez grosse et surtout qu'on a commencé à avoir des collaborateurs qui sont un peu dispatchés à droite à gauche. À partir du moment où tu as des gens qui sont, en plus pendant le Covid en 2020, qui sont, mettons en France, Ouais. en Angleterre, en Espagne, je sais pas quoi, bah, tu peux pas demander à tout le monde d'être présent sur place physiquement tous les jours que Dieu fait. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de les grouper au même endroit toutes les semaines, présenter les actualités de la semaine à tes collaborateurs ou j'en sais rien, bah, c'est littéralement un webinaire interne en fait. Donc en fait, tout est là déjà, tous les gens peuvent en faire. Le webinaire est un médium parmi d'autres. Ensuite, évidemment, tu peux faire de la vente à distance en one-on-one avec tes prospects, tu peux faire de la formation à distance. Et puis une fois dans l'année, tu vas peut-être faire un salon parce que en physique et puis avoir un pendant virtuel. Mais bref, pour moi, la principale façon de commencer, c'est littéralement de quoi ont besoin vos clients, vos prospects, quoi. Ils ont forcément des questions, ces gens. Ils se cherchent. Enfin, s'ils vous ont cherché, ils vous ont trouvé, c'est parce qu'ils avaient un besoin et qu'ils avaient des questions. Donc plutôt que de faire un truc un peu inefficace où on leur répond un par un, bah, peut-être on va juste les grouper au même endroit. On va juste élaguer les questions de fond de base et ensuite on va passer à des questions plus profondes, peut-être en one-on-one d'ailleurs, en un à un, quand il s'agit voilà, d'avoir du détail et de la personnalisation. Mais je ferai une Moi, approche j'adore un ton peu en entonnoir approche. comme ça. J'adore ton approche, ça résonne beaucoup chez moi. Première raison, déjà, tu mets le client au cœur du sujet. Euh, Ouais. Quelles sont ses interrogations? Comment est-ce que je peux lui apporter de la valeur? Comment est-ce que je rends disponible aussi les réponses et les informations qu'il recherche? C'est de ça aussi dont il s'agit par la vidéo. Quand tu prenais l'exemple, bah voilà, on construisait notre univers sémantique à la fois sur la partie marketing, à la fois sur la partie bah, les retours que pouvaient avoir les commerciaux, en tout cas les feedbacks des prospects, et puis aussi sur les clients existants sur la partie service client. Quelles sont les Mm. questions qu'on se pose le plus? Comment est-ce qu'on peut y répondre de la manière la plus juste, la plus simple? Pour industrialiser, j'aime beaucoup aussi cette approche et ce mot que tu as utilisé, Mm. pardon, cette industrialisation de comment j'apporte des réponses très facilement Ouais. à mes clients. Et je pense en effet que c'est un excellent moyen ouais, pour des entreprises de débuter parce que bah, on ment pas, c'est des sujets qu'ils connaissent, qui sont à même de répondre. Donc pour moi, c'est un Ouais. excellent moyen de débuter. J'aimerais beaucoup revenir avec toi sur une notion, notamment sur pas forcément une notion, mais une période qui a beaucoup transformé la façon dont on fait du business en tant que sales ou en tant qu'entreprise, où il y a eu des Mm. changements d'état d'esprit vraiment profonds avec le Covid, sur comment on vend à distance, surtout des solutions qui peuvent être complexes, etc. Voilà, on s'est retrouvé à ne plus regarder ses clients dans le blanc des yeux, à faire des visites clients et à tout vendre à distance, à utiliser la vidéo, mais de façon quotidienne, ça faisait vraiment partie de notre quotidien. Mm. Qu'est-ce qui a changé dans l'état d'esprit de tes clients, de tes prospects avec le Covid? C'est quoi le levier que vous, chez Lifetime, vous avez pu mettre en place pour bah, faciliter le fait que les entreprises puissent embarquer leurs équipes dans la vidéo? J'aimerais beaucoup avoir un petit retour là-dessus. Ouais. Ouais. En fait, c'était un peu, je pense, cette année 2020, en tout cas pour la vidéoconférence, ça a été une sorte de catalyseur, d'accélérateur de particules quelque part. Tu vois, on avait des phénomènes de fond, de base, où évidemment la vidéoconférence, le remote selling, donc la vente à distance, commençait un peu à prendre forme, surtout avec cette espèce de mouvance digital nomade, etc. Donc en fait, il y avait un truc de fond, si tu veux, qui se passait déjà de base, je pense en 2019, début 2020. Quand le truc est arrivé, tout s'est accéléré, mais de façon exponentielle. Et donc, il s'est passé deux choses. Premièrement, il y a une vague de suréquipement, vraiment une vague de suréquipement où tout le monde en fait s'est rué sur tous les outils, nous y compris, et donc on a fait 500% en un an, c'était complètement absurde, mais nos concurrents aussi, hein, quelque part. Et il y a une vague de suréquipement, et surtout, suite à ça, il y a une réalisation qui est, mais en fait, la vidéoconférence en B2B, et en fait, la vidéo en B2B, et ben en fait, c'est un peu pourri, quoi. Parce que en fait, on a tous l'habitude d'aller sur Instagram Live, d'appuyer sur un bouton, bim, t'es en live. Et en fait, quand tu arrives, et je vais pas les nommer, mais quand tu arrives, on va dire, chez certains gros, enfin, certains énormes qui sont là depuis maintenant 10, 20 ans, 30 ans,
et qui sont des outils de vidéoconférence qui étaient utilisés dans des très grandes sociétés, en fait, tu te rends compte que c'est pas aussi simple, quoi. C'est clairement pas aussi simple. Ça demande de la logistique, ça demande de l'aide. Faire un événement avec 1000 followers, c'est la croix et la bannière, alors que sur Instagram, c'est littéralement un bouton. Et donc, en fait, les gens commencent à se rendre compte un peu de la dichotomie qui peut exister entre les deux univers. Donc, il y a une espèce de montée en flèche de l'exigence de l'expérience utilisateur et de la simplification des choses. Donc, c'est là où, en l'occurrence, nous, on a pu jouer une carte aussi parce que c'était littéralement notre proposition de valeur. Le deuxième truc qu'on a observé, c'était qu'il y a eu une sorte de surspécialisation. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse, en fait, quand les gens se sont suréquipés sur, tu vois, des Zoom, Teams et autres, en fait, on se rend compte de quoi? Que ce sont des généralistes. Et le défaut d'un généraliste, c'est de ne pas être un expert par définition. Et donc, en fait, tu avais des gens qui essayaient de tordre ces plateformes pour vraiment la faire adapter à leur cas d'usage qui était peut-être très spécifique. Sauf que c'était pas super flexible, tu vois, et tu pouvais pas faire tel truc ou tel truc, et en fait tout était très formaté, c'est souvent des grilles de personnes et il fallait faire tout un tas de choses, et en vrai, et donc en fait de ce constat a émergé une galaxie de micro-outils de vidéoconférence et de vidéo en général sur des cas d'usage spécifiques. C'est ce qu'on appelait la specialization of Zoom, et en vrai c'est ça, tu avais une vidéoconférence pour les démos produits commerciales, tu avais une vidéoconférence pour les cours en ligne en université, un truc pour faire des workshops. Et en fait, tu te retrouvais parfois, on avait des clients, parfois, enfin des prospects, qui avaient 5-6 plateformes alignées, avec chaque équipe avait son truc. Et en fait, il y avait zéro centralisation des choses. Donc, inefficience totale, aussi bien collaboration financière, enfin bref, incroyable. Donc ça, on l'a vu. En termes de coûts Et aussi, d'ailleurs, c'est un peu. j'imagine, parce que quand tu multiplies tous les Mais outils, toutes les plateformes, tu dois apprendre à industrialiser 5 ou 6 process différents si tu utilises 5 ou 6 outils différents. Puis en même temps, tu as tes données que tu vas devoir gérer en import, export, etc. Donc Mais c'est tu vois, c'est exactement. un Et tu temps vois, on en fou. parlait, C'est un temps fou. on va en parler tout à l'heure avec HubSpot, mais du coup, en fait, tu te retrouvais parfois avec des outils qui communiquaient pas entre eux, qui communiquaient pas avec tel ou tel CRM, machin, et tu te retrouvais en fait avec bref, une spaghetti de vidéoconférence. C'était vraiment pas ouf. Donc l'idée, c'était d'arriver, nous aussi, avec une proposition de valeur, d'arriver à consolider différentes, d'avoir vraiment une plateforme sur laquelle tu peux brancher plusieurs équipes et que chacun utilise finalement le même outil, que ça soit suffisamment flexible pour tout le monde. Donc il y a cette montée en flèche de cette demande-là. Et le dernier truc qui, pour le coup, a bénéficié un peu à tout le monde sur le marché, c'est qu'il y a eu une espèce de déblocage psychologique, si tu veux, où en fait, quand tu es au pied du mur, en tant que grosse société, et tu n'as pas le choix, en fait, tu t'y mets. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a vu que les gens qui étaient les plus créatifs, enfin les sociétés qui étaient les plus créatives dans la façon de produire du contenu, n'étaient pas forcément les startups et les petites boîtes, mais étaient celles qui avaient les moyens, donc les plus grosses. Et donc, tu te retrouvais avec des clients, on avait des clients, par exemple, genre BPI, Ouais. BPI, Banque publique d'investissement, tu vois, mastodonte de l'économie française, une banque, hein, littéralement, avec tout ce que ça implique en termes de process, à faire, euh, à faire du podcast en live, à faire des réunions de PR avec des journalistes, à faire des trucs en interne, des trucs en externe. On n'avait pas cette diversité dans le SMB, dans la petite boîte et dans la PME et dans la startup qui était très mono cas d'usage. Là, on avait une diversité qui s'est débloquée tout d'un coup chez les Quand tu gros. parles de Et monocas d'usage, tu peux citer, hein, c'est faire des webinaires. Hein. Pendant le ouais, Covid, non, non, mais encore plus. Il y a eu une ouais, saturation mais des webinaires, etc. sur de la part des exactement. entreprises. Et ouais. Tout le monde faisait de la démo, etc. Et tout d'un coup, en fait, assez gros qui ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Et c'était trop cool à voir. On a eu des gens que tu n'aurais jamais vu faire. Par exemple, on a travaillé avec le NHS, donc comme ça, le système de santé anglais, qui a commencé à faire des réunions de sensibilisation ou de formation entre interhôpitaux où ils présentaient un petit peu les avancées pendant le Covid, Ok. etc. C'était assez ouf. Et Ok. donc, bref, il y a eu vraiment ce déblocage à la fin qui a bénéficié, je pense, à nous, mais aussi à tout le monde. Et du coup, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'équipes qui pouvaient utiliser ce genre d'outils pour plein d'usages différents, quoi. Et que le champ des possibles était maintenant un peu ouvert, quoi. Ouais, bah moi, ce que je retiens là de ce que tu viens de me dire, de ton feedback, c'est en premier lieu, c'est privilégier l'expérience client, de faire en sorte que ça soit hyper fluide pour les équipes, d'essayer d'unifier tout le monde. À travers ça, ben, de centraliser aussi toutes les données.
faire en sorte d'améliorer la façon dont on fait du business. Quand on a 5-6 outils différents, on doit manier 5-6 gestions de données différentes, etc., 5-6 process différents. C'est parfois compliqué. Et puis au final, en conclusion de tout ça, il faut juste se lancer, être créatif et puis savoir comment on apporte un peu de valeur à tout ça, quoi, pour Tout se à fait. différencier. Aujourd'hui, en termes de solutions vidéo, je rebondis sur un point voilà, que tu nous as exprimé aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de solutions aujourd'hui, il y en a plein. Je connais plein de plateformes vidéo françaises, américaines, du UK dans les Nordiques. Aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu aurais entre voilà, une entreprise ou quelqu'un qui hésite entre deux solutions différentes? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence selon toi dans le choix d'une ou d'une autre solution? Sans forcément les citer, mais Ouais, bien sûr. Non, je pense qu'il y a c'est une tension entre spécialisation et consolidation. Donc, ce que ça veut dire par là, c'est que aujourd'hui, vous avez de facto toutes vos équipes qui sont à peu près ou qui ont des interactions à distance, que ce soit pour du télétravail ou pour de la vente ou du marketing ou quoi que ce soit. Donc, vous avez besoin de genre de base d'avoir un espace de travail, un workspace dans lequel en fait vous allez avoir plusieurs équipes. Si c'est déjà de base, vous avez une première arme de décision qui est de dire si c'est quelque chose qui est spécialisé pour une équipe, déjà c'est pas une bonne idée parce que vous allez vous retomber dans des travers. Le deuxième truc, c'est que vous devez avoir une deuxième branche de décision qui est de se dire est-ce que cet outil il est suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter à ce que j'ai envie de faire et d'être le plus proche possible de ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, hein, les gens ont des cas d'usage, chaque organisation a un cas d'usage qui est différent, avec des subtilités à la marge du type j'aimerais avoir tel type de page d'inscription ou tel type de personnalisation ou j'aimerais afficher tel contenu, machin. En fait, c'est pas à la plateforme de dicter comment vous devez travailler, c'est plutôt l'inverse. En fait. Et ça, c'est un changement, je trouve, de paradigme qui est important. ouais, Et ça a ouais. été le cas pendant 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ça doit changer. Et donc, la plateforme, elle doit accommoder non seulement toutes vos équipes, mais elle doit accommoder le besoin individuel de chaque équipe le plus possible. À 100%, c'est difficile, mais au moins ça. Et donc, c'est un deuxième truc. Et je pense que le dernier, c'est être suffisamment simple pour que tout ce que vous ayez à faire, en fait, vous puissiez le faire seul et littéralement en moins de 10 minutes. Parce que si demain, en fait, ton responsable marketing, il doit se dire, en fait, ouais, je vais créer un webinar, ou je vais créer un événement virtuel, ou je vais faire, je sais pas quoi, une réunion interne avec tout le COMEX. Ouais, mais en fait, si ça me prend 30 minutes à chaque fois, ou ça me prend 3 jours à chaque fois parce que je dois demander à ce qu'on me fasse du design ou à ce qu'on me fasse les emails ou machin et trucs et que je branche différents outils ensemble, en vrai, si t'es pas un minimum geek, tu n'y arriveras jamais, quoi. Alors que si tu as des trucs qui sont dans la plateforme où c'est simple, tout est embarqué et que t'as pas besoin d'aide externe, en vrai, ça fera toute la diff. Donc, en gros, pour résumer, il faut que la plateforme soit flexible, qu'elle soit adaptée à toutes les équipes, c'est-à-dire, bon, ça sous-entend aussi les intégrations qui vont bien avec, et ça doit être hyper simple d'utilisation pour que chacun puisse être autonome. Si tu as ces trois trucs-là, tu peux arriver en fait à faire quasiment, je veux dire, 85-90% de ce dont tu as besoin et de maximiser en plus tout l'engagement, tous les résultats que tu peux en obtenir. Ce qui fait que derrière, tu as un minimum d'effort, tu arrives à mettre tout le monde et en plus, tu maximises tes résultats. C'est juste l'équation parfaite pour avoir un ROI genre incroyable dans les premiers mois. Et c'est la bonne philosophie business. Tu vois, enfin, les outils aujourd'hui qui, sans parler forcément de solutions vidéo, hein, ça peut être n'importe quelle solution, n'importe quel logiciel. Ceux qui gagnent de l'avance, qui sont toujours en croissance, et c'est ceux avec qui c'est hyper facile de faire du business, avec qui c'est hyper facile de prendre en main la solution, d'être autonome, d'être indépendant par rapport à ses besoins, etc. Et, euh, Ouais. et de pouvoir être créatif. Justement, on en parlait tout à l'heure, surtout dans le milieu de la vidéo. On a besoin d'être créatif, de se lancer, etc. Donc, ok. Ouais. Et ça me permet aussi de faire une excellente transition avec HubSpot. Tu vois, l'expérience utilisateur, le fait que ce soit simple, etc., sans faire forcément de promo, même si je suis pas trop objectif. C'était quoi votre aventure Livestorm avec HubSpot pour pouvoir faire partie de cet écosystème, de développer une intégration qui est aujourd'hui native maintenant pour les utilisateurs d'HubSpot? Euh, voilà, quelle est l'aventure qui a été avec HubSpot et pourquoi un utilisateur HubSpot
comme moi, Samir, je devrais utiliser l'intégration Livestorm, quoi. Alors déjà, tu tombes plutôt bien parce qu'on a reçu un email littéralement il y a 15h10, donc là il est Ok, ah 17h30, ouais, donc c'est il y a 2 heures. Donc tu vois, c'est il y a ok. 2 heures et on a doublé le nombre d'utilisateurs, en plus que doublé d'ailleurs le nombre d'utilisateurs sur de HubSpot, enfin de HubSpot qui sont du coup sur Livestorm en France en tout cas. Et en Bah, good gros, job. on est devenu le premier partenaire webinar, enfin d'une app webinar sur l'écosystème Spot en France. Voilà. Eh Donc ben, trop bien, bravo. merci. On est passé devant du coup toute la concurrence en l'espace d'un an et donc ça c'est plutôt chouette. On a fait un Mais je travail l'avais senti, de c'est pour ça que je t'ai interviewé. Je l'avais senti de bon base. timing, bon Je timing. l'avais senti. Ouais, on a passé, en fait, on a vraiment, si tu veux, il y a 2 ans, on avait zéro API. Il y a un an, on avait un début d'intégration HubSpot. Et en fait, là, depuis cette année, on a mis une équipe quasiment dédiée à ça. Et on a fait une V2 de notre inté cette année et en fait, de notre philosophie, si tu veux, quand on regarde un peu tout ce qui se fait dans la concurrence, c'est souvent volume volume plutôt que quantité, que qualité, pardon. L'idée, c'était de se dire, on va peut-être faire moins d'inté, mais par contre, quand on va les faire, on va les pousser, quoi. Et on va les faire bien. Et il faut que ce soit une intégration à HubSpot qui va dans les deux sens, que vous puissiez utiliser vos pages d'inscription HubSpot, par exemple, et que nous, on puisse vous renvoyer la donnée derrière, mais que derrière, on puisse également utiliser tout ce qu'il est possible de faire. Tu vois, genre la timeline, les events, les formulaires, enfin, vraiment essayer de glaner tout ce qu'il est possible de faire dans HubSpot. Qu'est-ce que nous, on aurait aimé avoir en tant que marketeur, plutôt que de faire un truc bête et méchant, vous créer un contact à une société. Tu vois. Ça, c'est bien, c'est sympa, mais il faut vraiment qu'on aille plus loin. Faire du mapping d'attributs, des choses comme ça, dire bah, tel attribut, c'est ça, et chez Livestorm, c'est ci, et chez HubSpot, c'est ça. On va les matcher et faire en sorte que les attributs sont bien mis dans les contacts. Enfin, l'idée, c'était vraiment de faire un truc hyper chiadé. Ça a vraiment décollé là sur les 6 derniers mois. Et écoute, on est très content. En plus, on commence du coup à avoir beaucoup de visibilité chez HubSpot. Et puis même, bah, du coup, avec leurs partenaires, les partenaires HubSpot, les différentes agences. Donc c'est chouette. Pour le coup, c'est que des bonnes nouvelles de ce côté-là, quoi. Bah, franchement, moi, je suis très content déjà que ça puisse t'arriver. Je te souhaite encore plus de croissance, si ce n'est la même pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Et écoute, je te remercie encore une nouvelle fois pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, des réponses que tu nous as Merci à toi. apportées. Je pense que ça pourrait vraiment être utile pour plein d'entreprises concernant la vidéo. Est-ce que peut-être tu aurais un dernier message, un dernier mot à nous communiquer sur ce qu'on doit retenir de cet échange ou peu importe? Moi, je pense que le truc à retenir, c'est que déjà, il faut désacraliser un peu la vidéo. Je pense que c'est bien de se mettre. Enfin, c'est un exercice qui est certes un peu difficile, mais en fait, c'est essayer de. Tu vois, aujourd'hui, on se pose un peu moins de questions quand il s'agit d'écrire un article de blog, c'est très démocratisé. Et je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, et tu vois, tu le vois aujourd'hui littéralement sur les vlogs, sur LinkedIn et tout, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 3 ans, parce que cette désacralisation un petit peu de la vidéo, de se mettre devant la caméra, c'est beaucoup plus simple et ça doit être beaucoup plus simple. Et je pense qu'il faut essayer de s'émanciper un peu du moyen, du médium, de la plateforme, et plus davantage de penser au contenu et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de produire. Parce que en fait, la valeur, elle est là, elle est un peu moins dans la plateforme finalement, elle est vraiment dans le contenu que vous allez produire. Et il faut arrêter de réfléchir en technique, parce qu'en fait, la technique, maintenant, elle va suivre, les technologies sont là et ça va accélérer encore plus. Pensez, revenez aux fondamentaux, quoi. Pensez vraiment quel est le contenu cool que j'ai envie de montrer à mes clients, à mes prospects, mes partenaires, parce que c'est ça qui compte à la fin, quoi. C'est hyper intéressant et ça fait tout à fait sens. En tout cas, ça résonne beaucoup chez moi. J'espère que ça résonnera beaucoup pour des entreprises parce que il y a aussi cette appréhension du fait de la culture, je pense. Tu vois, moi, je prends beaucoup d'inspiration dans mes petites vidéos sur ce que font les Américains, les Anglo-Saxons, qui sont très décomplexés dans leur façon de faire, qui réfléchissent pas forcément et qui, tu vois, ils se lancent tout simplement et il y a des avantages, des inconvénients, tu vois. C'est très subjectif la façon de prendre leurs vidéos et d'avoir un point de vue dessus. Mais ils se lancent et ils le font. Alors que nous, Ouais. tu vois, côté France, on a toujours du mal. Et moi, avant de faire des petites vidéos sur LinkedIn, etc., j'avais quand même cette appréhension de me dire, est-ce que je vais être crédible? Est-ce que je suis légitime, etc. Tu vois, toutes ces questions qui te polluent un peu. Au final, il faut Hmm. juste se lancer. Et une fois que la machine est lancée, c'est très simple, quoi. Moi, je fais ça avec Ouais. l'ordinateur, la caméra, et j'ai pas forcément de setup pro, quoi.
Et au final, Ouais, et tout le monde démarre comme ça. Tu prends genre, enfin, c'est un peu vieux maintenant, mais tu prends tous les youtubeurs, même tout le monde démarre avec une caméra un peu pétée. Et au final, en fait, exactement, exactement. et en fait, je trouve que se détacher un peu de la forme, quelque part, ça remet l'église au milieu du village. Tu vois, et l'église, c'est littéralement c'est le contenu, quoi. Et tu vois, c'est pas parce qu'on est derrière deux webcams et que la lumière est pas ouf que ce qu'on dit est pas forcément intéressant, tu vois. Donc la valeur, elle est partout. Il faut arriver faut, comme tu dis, il faut se décomplexer un peu. Je te remercie énormément, Gilles, encore une Merci fois. à toi. Et puis, bah, écoute, j'espère que les auditeurs ou ceux qui vont regarder cette vidéo auront trouvé des bonnes réponses pour utiliser la vidéo davantage dans leurs entreprises et pour apporter un peu plus de valeur à leurs prospects, à leurs clients. Je te remercie, Gilles. Merci.